Donc, Human, voilà, nous existons depuis plus de 50 ans. Nous sommes à l'origine, ça a démarré tout ça à l'université de Chicago, où des universitaires ont souhaité mettre à la disposition des personnes, des entreprises, des professionnels qui s'occupent du développement des hommes et des organisations, ils ont souhaité mettre à leur disposition des outils qui permettent de mesurer les comportements que les personnes adoptent dans les organisations et qui font justement les organisations. Alors pour ce faire, on travaille sur la base d'un système, d'un outil diagnostique intégré que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure et pour que vous puissiez comprendre les retours statistiques, les retours d'expérience que je vais vous présenter. Sachez que nous sommes implantés dans 19 pays et que Human Synergistics Franco-Belux, eh bien, s'intéresse à la zone France, Belgique, Luxembourg, Suisse française et l'Afrique francophone. Donc, vous parlez de notre système de diagnostic intégré. L'intérêt de ce système, c'est que on présente les résultats de nos analyses toujours de la même manière. C'est-à-dire quand on a compris le circonflexe que je vais rapidement vous décrire dans quelques instants, eh bien, on est capable d'un coup d'œil d'avoir un aperçu très synthétique et très clair sur la manière dont les choses se passent sur le niveau sur lequel on s'est focalisé pour observer une organisation. Alors, je vais vous décrire donc ce qu'il faut savoir au niveau de ce fameux circonflexe, puisque tout ce que je vais vous présenter par la suite s'appuiera là-dessus. Donc, ce circonflexe représente les 12 normes comportementales que nous avons identifiées dans les milieux professionnels, dans les organisations. Et moi, ce qui est important de retenir pour nous aujourd'hui, on va juste se cantonner à ça. Sur ces 12 normes, elles se regroupent selon 3 familles qui sont présentées ici à l'écran. Une famille constructive, d'accord, qui est caractérisée par des comportements qui cherchent à encourager la satisfaction et également qui encouragent les gens à travailler efficacement ensemble pour accomplir des tâches. Vous voyez, on va s'intéresser ici et aux gens et aux tâches à accomplir. Sur le deuxième comportement, famille de comportements qui s'appelle passif-défensif, eh bien, nous sommes ici sur des comportements qui donnent la priorité à la relation avec les autres, mais en recherchant sa propre protection. Hein, ce sont des comportements qui sont axés sur des besoins de sécurité dans ma relation aux autres. Et la troisième famille de comportements, qu'on appelle agressif-défensif, et qui, elle, cherche à préserver sa position, à préserver son statut dans l'organisation, sont motivés par ça essentiellement, et donc et qui se focalisent essentiellement sur les tâches, sur le travail à réaliser. Pour simplifier, ici on a en constructif, on a des comportements qui sont d'auto-mise en valeur. Sur les comportements passifs défensifs, ce sont des comportements d'autoprotection, et sur les comportements agressifs défensifs, ce sont des comportements d'autopromotion. Promotion, vous voyez, mise en valeur, comment j'ai dit autoprotection, mise en valeur, autoprotection et autopromotion. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Alors voilà un petit peu les différentes présentations que je souhaite vous partager avec vous. On va parler de l'impact et de la performance du leadership. Vous allez voir que certains styles de leadership offrent plus de performance, et la chance que nous avons en mesurant les choses, eh bien, c'est qu'on va pouvoir vous dire quel est le delta, le gain de performance que vous pouvez avoir en utilisant tel type de leadership par rapport à tel autre type. Mais on va aussi parler de l'impact et la performance du style de management, hein, le style leadership, style management. Je ferai un petit rappel là-dessus tout à l'heure pour montrer les nuances entre les deux. Et puis ensuite, on va passer à un mode plus global, c'est l'observation de la culture d'entreprise. Et de la même manière, on va voir quelles sont les cultures, les bénéfices qu'on peut retirer de certaines formes de culture par rapport à d'autres.
Et voilà, sur les détails, on verra si vous souhaitez, si ça vous intéresse. On ira voir aussi l'influence des leviers, parce que je vous montrerai, on a un modèle qui décrit comment la culture fonctionne et où on met à la disposition des gens qui travaillent avec nous les leviers les plus pertinents pour accompagner le changement. Ceux pour lesquels vraiment il faudra se concentrer en priorité pour aller vers le changement désiré. Eh bien, on va voir quelle est l'influence de ces leviers sur la culture en observant un certain nombre. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, pour terminer, eh bien, on va s'intéresser à des résultats statistiques par secteur industriel. Vous y verrez également le vôtre, celui qu'on a noté finance. Donc, je vous propose de commencer par ça. Regardons l'impact et la performance du leadership. Voilà, donc dans notre système, nous avons un outil qui s'appelle donc Leadership Impact, qui justement qui est conçu pour les cadres supérieurs et les dirigeants de haut niveau. Hein, et cet outil mesure 10 fonctions essentielles qu'un leader remplit. Et il va également mesurer l'impact de ses actions sur les autres. C'est son originalité. Hein. Donc, il faut savoir que sur ces 10 fonctions essentielles, on les appelle des stratégies de leadership. Donc, les dirigeants utilisent justement ces stratégies pour faire bouger l'organisation et ses membres vers l'état futur désiré. Ces façons de procéder, donc, qui s'appellent stratégies de leadership, on en a identifié de 2 sortes qui sont très importantes. Des stratégies de leadership dites prescriptives, c'est-à-dire celles qui ont pour objectif de guider ou de diriger les activités et les comportements des autres vers des objectifs, vers des opportunités, vers des méthodes. Donc, stratégie prescriptive. Et autre deuxième mode d'usage justement de ces stratégies, on appelle stratégie restrictive, donc qui ont pour but, même s'il n'est pas avoué, mais qui en tout cas sont des conséquences, qui contraignent ou interdisent les activités, les comportements qui sont liés à des objectifs, des opportunités, des méthodes. Vous voyez, la prescriptive guide, la deuxième contraint et interdit. Alors, c'est pas, juste pour vous rassurer, hein, le dirigeant, le leader ne décide pas qu'il va utiliser telle ou telle stratégie. C'est pas encore au niveau de conscience. C'est le fait de faire ce test 360 sur lui-même, sur elle-même, qui va lui mettre en évidence quelles sont les stratégies qu'il utilise peut-être davantage en mode prescriptif et celles qu'il utilise peut-être trop en mode restrictif. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc, pour faire cette étude, eh bien, on a identifié donc les 10% de stratégies prescriptives hein, dans la base les réponses que nous avons obtenues à partir de 1986 dirigeants de haut niveau recueillis au cours de ces 3 dernières années. Eh bien, nous avons isolé les 10% les plus prescriptifs et les 10% les plus restrictifs. Vous voyez, c'est ce qui est présenté à gauche, ici en bleu ou en rouge-vert. Et puis, on s'est intéressé sur les 10 stratégies de leadership, vous voyez, les 10 domaines que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur? Brice, vous voyez mon curseur? Oui, on le voit. Hein? Oui, Dino. Donc, sur les 10 stratégies qui sont là, on s'est intéressé à 3 d'entre elles. Hein, exercer un suivi, fournir du feedback et influencer. Voilà. Et on s'est également intéressé à l'ensemble. Mais voilà, on a observé ces 3 stratégies-là parmi les 10. Et on a donc regardé les impacts de ces stratégies sur les gens autour d'eux, en regardant les impacts des 10% les plus prescriptifs et ceux des 10% les plus restrictifs. Alors, voilà ce que ça donne. Par exemple, ici, on regarde l'ensemble, d'accord? Si je regarde ici le profil d'impact des stratégies les plus prescriptive, vous voyez, c'est essentiellement cette fameuse zone bleue qui, l'impact est donc constructif. Ça veut dire que les leaders qui utilisent des stratégies prescriptives ont sur autrui un impact constructif, c'est-à-dire qu'ils invitent les gens, qu'ils les encouragent, et ça marche, à utiliser cette forme de travail constructif que je vous décrivais tout à l'heure comme je vous le rappelle, une mise en valeur, comme encourager les gens à
développer des relations saines, à travailler efficacement ensemble pour accomplir des tâches fixées. D'accord? Et les 10% qui utilisent des stratégies plus restrictives, vous voyez le graphe qui est ici à droite, vous voyez que ce sont essentiellement des comportements défensifs, soit passifs, soit agressifs, soit verts, soit rouges, qui sont encouragés chez les autres. Et je vous le rappelle, donc c'est de l'autoprotection ou de l'autopromotion. Hein, c'est ça qui est encouragé. Vous comprenez bien que en encourageant essentiellement, sans le savoir bien entendu, sans en avoir conscience, des comportements tournés vers la personne, eh bien, on n'est pas exactement dans les meilleures conditions pour favoriser la performance globale. Si les gens mettent leur énergie essentiellement pour s'auto-protéger ou pour s'auto-promouvoir, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le système idéal qui va promouvoir comment dirais-je, la performance globale de l'organisation. La performance globale, c'est celle où on a cette conscience de vouloir réussir ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, sur l'efficacité, puisqu'on mesure également l'efficacité perçue de ces impacts sur les autres, eh bien, vous voyez que les plus prescriptifs, si je compare l'efficacité des plus prescriptifs par rapport aux plus restrictifs, eh bien, vous voyez, sur la productivité, on a une amélioration de 20% quand on fonctionne en impact positif, prescriptif. Sur la responsabilité, sur l'empowerment, plus 30%, sur la volonté de s'améliorer, de donner le meilleur de soi-même, une amélioration de 24%. Donc, en moyenne, utiliser une approche prescriptive produit un impact constructif et améliore les performances de 25%. Voilà, ça c'est le résumé sur l'ensemble de l'utilisation de cette approche leadership impact, où on mesure l'impact d'un leader sur son environnement. Si je vous avais parlé tout à l'heure, je vais y revenir rapidement, vous voyez, on va observer ce qui se passe lorsqu'on se concentre sur cette stratégie-là, hein, exercer un suivi. Pardon, c'est celle-ci. Voilà, lorsque on exerce un suivi de manière prescriptive, encore une fois, on produit cet impact positif, constructif, d'accord? Et de la même manière, vous voyez, vous avez compris le schéma, hein, l'efficacité sur la productivité est de plus 15 et de plus 27 sur l'empowerment, plus 17 ici sur l'amélioration dépassement de soi, et une amélioration moyenne des performances de 20%. Donc, vous voyez, en vous concentrant sur votre façon d'exercer un suivi, d'ailleurs, vous pouvez avoir un mode prescriptif, c'est-à-dire où vous allez travailler sur ce qui va bien, ce qui est bien fait. Vous allez vous consacrer votre rôle de leader lorsque vous exercez un suivi, essentiellement pour observer ce qui fonctionne bien et pour le souligner et pour le valoriser. En mode restrictif, vous allez plus travailler en mode exception, c'est-à-dire, mais sans le savoir, hein, je dis encore, ce n'est pas un choix hein, au départ, ça devient un choix lorsqu'on a conscience de ça. Eh bien, vous allez ici plutôt avoir tendance, peut-être par histoire personnelle ou peut-être à cause de la culture d'entreprise, enfin on verra ça, dans le mode restrictif, vous allez plutôt avoir tendance à avoir une gestion par exception, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur ce qui ne va pas et le noter et le souligner. Ok, donc on voit, hein, exercer un suivi pour valoriser, pour souligner ce qui fonctionne bien la majeure partie du temps. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, lorsque les choses ne vont pas, on ne doit pas se priver de les dire. Mais le fait est que ceux avec qui vous travaillez en tant que leader, ceux qui sont autour de vous, d'une certaine manière, ils font le bilan. Combien de fois est-ce qu'il a souligné les choses qui vont bien et combien de fois il a souligné les choses qui ne vont pas. Et dans ce bilan-là, ben voilà, il va plutôt retenir le solde qui vous incombe et donc vous voir plutôt comme un leader prescriptif ou un leader restrictif. Et encore une fois, avec ces conséquences-là sur la productivité, etc. Je regarde une autre façon d'exercer son leadership, c'est en fournissant du feedback. Vous voyez? Donc, en fournissant du feedback, encore une fois, votre but, en principe, hein, c'est de stimuler
le comportement des autres et les aider à corriger des lacunes, etc. Vous pouvez le faire de deux façons, hein, d'une façon prescriptive, encore une fois en mettant l'accent sur un feedback positif, ou restrictive en se concentrant sur un feedback, t'as pas bien fait ça, enfin voilà. Et de la même manière, vous voyez les effets sur les comportements, sur l'impact, les comportements induits autour de vous. C'est pas le profil du leader, hein, ce sont les comportements que les gens estiment devoir développer en travaillant avec ce leader. Et encore une fois, l'amélioration, les conséquences sur l'efficacité. Nino, voilà. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Ah ben allons-y, bien sûr. Ok, tu les. Okay, alors, donc il y a une première question, c'est bon, on m'a demandé à quel intervalle on doit faire des mesures. Est-ce qu'il c'est bien de faire des mesures régulières ou pas? Et donc moi j'ai dit bah oui, idéalement c'est bien d'en faire et puis de laisser un peu de temps entre chaque mesure. Moi je parlais d'un an. Alors peut-être que je me suis avancé, mais grosso modo la question c'est pourquoi un an? Et parce que dans un monde qui change de plus en plus vite et qui se doit d'être de plus en plus agile, est-il possible de faire des mesures plus rapprochées que tous les ans? Et sinon, pourquoi? Ça, c'est la première question. Super question. Donc oui, je vais aller. Pourquoi un an? On va répondre un an et pourquoi un an. En fait, ce qu'on mesure, c'est l'impact, c'est-à-dire les gens qui sont autour, comment est-ce qu'ils comprennent devoir se développer, comment se comporter et comment ils vont se comporter. Pour avoir cette réponse-là de manière sûre, on est obligé d'attendre que les comportements changent. Vous voyez, vous prenez l'exemple, vous faites sur vous un leadership impact, c'est un 360, vous allez observer un certain nombre de choses, vous allez changer votre style de leadership en fonction de ce que vous aurez appris, et ensuite vous voulez en voir les résultats. Donc les résultats, vous ne pouvez pas les avoir du jour au lendemain, ça, on ne change pas comme ça autour. Vous savez, les gens vous connaissent, ils connaissent votre histoire, ils ont une habitude de travailler avec vous. Et pour que leur nouvelle compréhension s'installe et qu'elle conduise à de nouveaux comportements, eh bien, il faut donner un petit peu de temps. Je vais prendre un exemple trivial, hein, quand vous arrêtez de fumer, vous pouvez dire le lendemain d'avoir arrêté, ça y est, j'ai arrêté de fumer, mais vous savez très bien ce que ça vaut. Par contre, si vous regardez au bout d'un certain temps et que vous dites, mettons un an, ça fait un an que je n'ai pas touché une cigarette, ça a plus de poids que ce que vous dites juste le lendemain de votre prise de conscience. Donc c'est pour ça, l'année, c'est ça. Et sachez que lorsque vous refaites une mesure, vous n'êtes pas tenu, obligé de refaire la mesure avec les mêmes personnes que vous avez eues au départ. On cherche à identifier les comportements induits. Donc la réponse doit être les mêmes, quelles que soient les équipes avec lesquelles vous travaillez régulièrement. Donc si un an plus tard, votre équipe a changé, mais vous travaillez régulièrement ensemble depuis un certain temps, les résultats sont tout aussi valables et comparables à la situation initiale. Merci. Ça, c'était J'ai deux autres questions. Vas-y. Donc après, si jamais le visuel montre qu'en fait, entre la réalité et la vision idéale, on n'y est pas, est-ce que Human Genetics propose des outils, des aides pour l'empowerment, pour aider à améliorer les choses? Pour chacune des 10 stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vais vous représenter ici, vous voyez, celles qui sont à gauche, là, hein, vision, rôle modèle, monitoring, etc. Pour chacune de ces 10 stratégies, eh bien, on va vous dire comment vous l'utilisez, c'est-à-dire quel est le dosage de prescriptif et le dosage de restrictif que vous utilisez, et l'outil vous propose les mesures correctives, c'est-à-dire comment vous pouvez vous y prendre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre façon d'exercer votre leadership, qu'est-ce que vous pouvez changer pour devenir plus prescriptif et moins restrictif. Donc, c'est l'accompagnement qui suit la mesure. Vous êtes d'accord que la mesure ne suffira pas à elle seule à provoquer le changement du style de leadership. C'est un travail sur soi. Et donc, il va falloir un certain temps de formation, de coaching pour pouvoir changer son propre style et avoir le résultat, l'impact beaucoup plus constructif souhaité sur autrui. Et vous n'êtes pas obligé de travailler sur toutes les normes de comportement, mais vous allez vous concentrer sur les deux qui vous semblent les plus importantes dans un premier temps par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et en vous concentrant là-dessus, vous allez travailler sur vous pendant un certain temps
Et au bout d'un an, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, vous allez pouvoir en mesurer les effets. Ok, super. Dernière question. Dans le cadre du modèle prescriptif, l'amélioration moyenne des performances de 25% est-elle basée sur du ressenti ou y a-t-il derrière des éléments plus concrets, factuels pour expliquer cette mesure? Comme je m'attendais à cette question, J'avoue que je l'avais aussi, hein, celle-là. alors, typiquement, hein, pour ce qui est du leadership, c'est du perçu. C'est-à-dire, pour mesurer l'efficacité, on va demander aux gens qui sont autour de vous, dans quelle mesure est-ce que vous estimez qu'avec ce leader, eh bien, on travaille à améliorer la productivité? Dans quelle mesure est-ce que on améliore alors attendez, j'en ai pris quelques notes. Dans quelle mesure est-ce que on améliore la résolution de problèmes? Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions d'efficacité qui font également partie du test et sur lesquelles on se base pour aussi mesurer le delta d'efficacité obtenu. D'accord? Donc pour ce qui est du leadership, en gros, hein, est-ce qu'on perçoit une amélioration de la productivité? Encore que là, on peut même la mesurer. Hein, si on a un critère particulier, on peut mesurer l'amélioration de la productivité. D'accord? Est-ce qu'on perçoit l'amélioration de l'autonomie, de l'empowerment? Donc ça, c'est plus personnel, je crois. En fait, on peut aussi mesurer le nombre d'initiatives. Enfin voilà, on peut aussi mettre des métriques en place. Hein, ça, c'est le leader qui peut faire ça pour avoir des résultats tangibles. Est-ce qu'on peut mesurer l'amélioration de l'agilité de l'organisation du petit système ou du système que le leader influence? Voilà. Toutes ces choses-là, on peut les voir. Okay. Mais bon, du coup, en tout cas, c'est vraiment au départ de la perception. D'accord? Mais qui peut, voilà, je répète, qui peut aller plus loin. On peut dire, bon, ben, c'est de la perception, mais moi, je veux des données tangibles, donc je vais aller mesurer chez nous ce que ça veut dire, ça. Ça marche? Super, merci. Ouais. C'est bon. Merci d'avoir répondu. Bon, de toute façon, vous vous doutiez, voilà, je regarde un autre critère qui est celui de l'influence. Donc, un leader influence les gens, les personnes autour de lui, et donc, ou de elle, hein, quand je dis lui, entendez bien, c'est lui ou elle, en choisissant donc une certaine stratégie. La stratégie prescriptive, eh bien, ça va être essentiellement une stratégie qui laisse de la place à de l'influence réciproque. C'est pas seulement du top-down, c'est aussi du bottom-up. Un leader, ça peut parfois changer d'avis. Enfin, il faut le souhaiter. Donc, ça doit être possible. Hein. Une influence prescriptive, donc c'est une influence qui va dans les deux sens, qui est réciproque. L'influence restrictive est plutôt unilatérale, c'est du top-down, d'accord, où le leader a tout pouvoir. Encore une fois, le top-down, ça donne le graphe de droite en matière d'impact, c'est-à-dire que les personnes vont se mettre en mode sécurité. Le mode réciproque va favoriser les impacts constructifs. Et encore une fois, vous voyez les effets sur l'empowerment notamment, qui est quand même considérable. Et en moyenne, vous voyez, 32% amélioration des performances. Voilà, ça c'est en observant les stratégies. Si je résume toutes ces données ici, eh bien, en moyenne, un leadership constructif, c'est-à-dire avec une approche prescriptive, conduira à une amélioration moyenne des performances de 25% par rapport à un leadership restrictif et beaucoup plus défensif. Je ne vais pas vous détailler la même chose. On a un autre outil qui est similaire à celui-là, mais qui va s'intéresser à l'impact du manager sur son équipe. Alors tout à l'heure, je disais, mais leadership, management. Alors pour ceux qui se posent la question, je ne sais pas, mais en tout cas, leadership, le rôle du leader, c'est d'inspirer, c'est de donner envie, c'est de donner envie d'aller plus loin, c'est de donner envie de changer, c'est de donner envie de se surpasser. C'est un animateur, si je peux dire, hein, essentiellement, un leader. Il essaye, oui, gravement même, d'encourager les gens à le suivre dans sa vision, par exemple.
Le manager, son rôle, c'est plus un rôle de mise en œuvre, d'exécution, mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, de la vision. Son but, c'est d'organiser de l'efficience. Donc, si je regarde de la même manière, vous voyez, sur le même raisonnement que ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien, encore une fois, on a une amélioration de performance moyenne de 28% sur un management constructif. OK? Donc, encore une fois, c'est du perçu, mais est-ce que ce manager résout les problèmes? Est-ce qu'il motive les gens à se surpasser? Est-ce qu'il encourage la confiance en soi? Est-ce qu'il apaise? Est-ce qu'il renforce la fidélité à l'entreprise? Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui sont évaluées dans l'efficacité perçue du manager, du management. Quand je dis manager, c'est que évidemment, c'est lorsqu'on se concentre sur un manager, mais notre système permet également de regrouper des familles de managers pour avoir une idée du management. Vous voyez, du management de telle entité, du management de telle entité, qui peut élargir la vision. Donc, vous voyez, à ce stade, on a vu donc des résultats obtenus par des styles constructifs de leadership et de management sur l'impact que ça avait sur les autres et sur l'efficacité. Moi, je vous propose d'élargir maintenant notre observation au domaine des organisations. Et alors, pour ça, eh bien, on va regarder justement ce qui se passe au niveau des cultures. Nous avons, nous, un système et un modèle qui décrit la manière dont fonctionne la culture d'entreprise, qui est présenté ici, vous voyez. Donc, en fait, on distingue si je pars des circonflexes, on distingue deux choses. Et je pense que ça vous parlera même intuitivement. Il y a ce qu'on appelle les valeurs, vous voyez, ce sont les grandes inscriptions qui soulignent qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut favoriser l'esprit d'équipe, qu'il faut être intègre, etc., etc. Et ces valeurs, on peut les récupérer en mode idéal, c'est-à-dire qu'on peut avoir un schéma résumé de ces valeurs à travers une étude sur une certaine catégorie de la population d'une entreprise, par exemple ses dirigeants, mais pas tout le monde, pour leur demander leur modèle idéal. Comment devrait-on idéalement se comporter dans notre organisation pour réussir notre mission? Voilà. Donc, c'est le graphe que vous avez à gauche, le circonflexe que vous avez à gauche, qui est généralement très majoritairement les comportements souhaités, ce sont les comportements bleus, c'est-à-dire les comportements constructifs. Lorsqu'on demande aux gens idéalement comment il faudrait faire, ce qui ressort, c'est qu'il faudrait développer ces comportements-là. Mais il y a une réalité dans l'organisation, c'est que ça, c'est l'idéal, c'est peut-être l'étoile sur laquelle se fixer pour avancer, mais il y a un modèle actuel. Et le modèle actuel est souvent différent, très souvent différent du modèle idéal. Le modèle actuel répond à la question, vous voyez, la culture actuelle, répond à la question de comment, moi j'ai compris, devoir me comporter ici pour faire ce qu'on attend de moi. D'accord? Ce n'est pas nécessairement lié à comment il faudrait le faire. Moi, voilà, je suis dans l'organisation et puis je suis confronté, voilà, il y a un organigramme, par exemple, et il y a une certaine hiérarchie, il y a un certain nombre de niveaux hiérarchiques. Il y a un système de ressources humaines, de recrutement, de formation, d'évaluation, de récompense, punition, etc. Je vis là-dedans, c'est mon expérience de tous les jours. Il y a la manière dont les tâches sont conçues, la manière dont je suis relié aux autres, la manière avec laquelle je peux évaluer ma valeur ajoutée. Et puis, il y a tout un système de communication dans l'organisation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a du top-down, il y a du bottom-up, il y a un certain style de leadership, etc. Ça, c'est ce à quoi je suis, en tant que salarié, en tant que personne travaillant dans l'organisation, c'est ce à quoi je suis confronté. Et c'est là-dessus que je tire des conclusions sur ma manière de me comporter. Donc, je tire des conclusions sur mon expérience de tous les jours de l'entreprise, pas seulement sur le modèle idéal. Évidemment, si je souhaite que le modèle actuel ressemble au modèle idéal, eh bien, il faut que toute mon expérience de tous les jours soit en permanence en corrélation avec le modèle idéal. C'est-à-dire que si
Je sais pas moi, si je dis qu'il faut être qu'il faut être autonome, qu'il faut avoir le goût du risque, j'en sais rien, eh bien, il faut que ça se voit dans la fiche de poste, il faut que ça se voit dans la communication, il faut que ça se voit dans la manière dont les gens sont recrutés et dont ils sont promus, etc. Voilà. Donc ça va être la mission du transformation de la culture d'entreprise. Ça va être de faire en sorte que tous ces éléments-là, qu'on appelle nous des facteurs causaux, parce que ce sont ce sont des leviers pour le changement, ce sont ceux qui vont influencer les comportements réels dans l'organisation. Eh bien, notre boulot, ça va être en principe, tous ensemble, hein, ça va être de faire en sorte que tous ces facteurs causaux soient en phase avec le modèle idéal souhaité. Et dans ce cas-là, effectivement, on est aligné et on a un certain nombre de produits, de résultats produits par la culture d'entreprise sur le niveau individuel, comme la motivation, la satisfaction, la fidélité, vous voyez, au niveau du groupe, au niveau des groupes dans l'entreprise, donc des équipes parfois, donc sur le travail d'équipe, sur la manière dont les équipes se coordinent, sur la qualité des échanges, et puis également au niveau de l'organisation. Donc en termes de qualité des produits, en termes d'adaptabilité externe, c'est-à-dire agilité, hein, en termes de qualité du service client. Donc ça, c'est le modèle, d'accord? Et donc ce qu'on vous présente, encore une fois, vous avez compris le principe, ce qu'on vous présente, c'est ça, c'est que les cultures les plus constructives, alors vous voyez, elles le sont d'une certaine manière, si je compare les plus constructives avec les moins constructives. Vous voyez, tout à l'heure, je faisais les plus constructives avec les plus défensives. Cette fois-ci, je me base uniquement sur la quantité de constructifs, d'accord? Donc, si je regarde les plus constructives par rapport aux moins constructives, eh bien, vous voyez, au niveau des résultats produits, voilà, au bout de la chaîne, hein, sur le travail d'équipe, sur la coordination entre les équipes, sur l'agilité, vous voyez, eh bien, on a des améliorations qui sont notées là, entre les plus constructives et les moins constructives. Au niveau individuel, vous voyez, sur la satisfaction individuelle, sur la motivation, sur la clarté du rôle, sur le niveau de stress, vous voyez les résultats lorsqu'on est les résultats des cultures les plus constructives contre celles qui le sont le moins. Voilà. Et au niveau de l'organisation, sur la qualité et sur l'adaptabilité externe. Vous voyez encore une fois des niveaux d'amélioration de performance qui sont significatifs. Je vous ai parlé de ces fameux leviers pour le changement, vous vous rappelez tout à l'heure? Alors, j'essaie d'y revenir. Voilà. Vous vous souvenez, les facteurs causaux, les leviers pour le changement? Eh bien, moi, je vous propose d'en observer un certain nombre. J'en ai toute une panoplie, mais on va les passer rapidement pour que vous puissiez aussi, pour qu'on puisse interagir. On va regarder celui-ci. Voilà. Si je travaille sur mission et philosophie, c'est-à-dire, en fait, on va regarder quel est l'effet sur la culture finale, réelle, pardon, lorsque je me concentre particulièrement sur ce levier pour le changement-là. Alors, quand je dis mission et philosophie, eh bien, ça va être sur, comment dirais-je, dans quelle mesure la mission, les employés au sein de l'entreprise, par exemple, comprennent clairement la mission de l'organisation, hein, la mission de l'entreprise et son rôle dans la communauté, dans la société au sens large. Et ça, on peut le mesurer. Hein, on peut le mesurer parce que ça fait partie des questions qui sont soumises lorsqu'on fait l'analyse. On peut mesurer l'intensité de ça. Dans quelle mesure c'est compris? Vous voyez, on a une échelle, donc évidemment, plus on a de l'intensité sur l'échelle, plus c'est compris. Et bien justement, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, bon, ça je le passe. Vous voyez, encore une fois, sur l'articulation de la mission. Hein. Donc, cette entreprise organise souvent des cérémonies, des réunions non officielles et des assemblées pour honorer un travail exceptionnel de la part des employés, des bons résultats et autres. Par exemple, vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on va poser. Et on va voir quelle est son intensité, hein, quel est le consensus parmi les personnes de l'entreprise qui auront été sollicitées pour donner leur avis. Alors, le plus grand nombre possible, hein, pour avoir des résultats statistiques notoires. Donc voilà,
à travers ça, on voit que les plus constructives insistent à environ 60% de plus que celles qui le sont moins. Hein, c'est ça qu'on va dire. Le consensus est 60% plus fort sur les plus constructives plutôt que celles qui le sont le moins. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant à regarder, c'est les résultats. Vous voyez, par exemple, au niveau individuel, alors, je pense que vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire clarté du rôle? Eh bien, vous savez clairement ce qu'on attend de vous. Hein, vous savez clairement exactement ce qu'on attend de vous. Ça va être ces questions-là. Sur l'external, sur l'adaptivité externe, c'est l'agilité et la productivité de l'organisation s'ajuste au changement. Vous voyez, de nouveaux programmes sont implémentés rapidement et efficacement. Cette organisation répond efficacement aux opportunités et aux menaces externes. Ce sont les questions qui sont posées. Donc, vous voyez tout ce que ça donne en termes de résultats. C'est quand même assez intéressant. Donc, voyez, rien qu'en se concentrant sur l'amélioration de la mission et de la philosophie, eh bien, on arrive déjà à une amélioration moyenne des performances, hein, si je fais cette comparaison, cette moyenne-là, de 34%. Voilà, donc, je vais explorer maintenant avec vous rapidement, mais c'est la même logique, c'est la même mécanique, vous voyez. Donc, entre l'implication des employés, vous voyez, donc lorsqu'on travaille sur l'implication des employés, alors ça revient aux questions. Lorsqu'on me demande de faire quelque chose de nouveau, on me fournit le temps nécessaire pour que je puisse me former. Vous voyez, c'est le genre de questions qui peuvent être posées. Lorsque les employés sont fortement impliqués dans l'amélioration de l'entreprise et l'augmentation de sa productivité, est-ce que les gens répondent positivement à ça? Est-ce que nous, on est impliqués là-dedans ou est-ce que ça nous tombe du ciel? Donc, vous voyez, plus il y a cette implication, et vous voyez les résultats, encore une fois, sur la motivation, la satisfaction, la fidélité, la coordination entre les unités et la moyenne. OK, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. En fait, j'ai une question, mais je ne suis pas sûr de la comprendre, c'est pour ça que je ne la pose pas. Mais je peux tenter de la... Après, je ne sais pas si la personne qui pose les questions sur le chat a la possibilité d'activer son micro et de poser directement sa question. Pourquoi pas? Si c'est le cas, j'invite à le faire. Par défaut, je vais tenter de traduire, de prendre la question et de la... Voilà. Donc la question, c'est pour autour de la mesure, là. C'est de savoir si la mesure est basée sur une étude scientifique. Parce que les comportements peuvent changer en fonction. Enfin, ce qui peut être la cause d'une modification des changements des comportements des individus, ça peut être plein de choses. Ça peut être ça peut être des événements, ça peut être lié aux individus eux-mêmes. Et donc du coup, qu'est-ce qui permet de se dire que cette mesure, elle est d'une certaine façon objectivée, quoi. Je pense que c'est ça la question qui est derrière. Ok, donc je rappelle, dans notre modèle, les comportements qui sont modifiés dans l'organisation, c'est pas c'est pas celui du lundi matin parce que j'ai mal dormi la veille. On n'observe pas ça. Hein. On observe les comportements qui se mettent en place pour faire le boulot qu'on attend de nous. Et ces comportements qui sont reflétés dans le modèle circomplexe actuel, dans la culture actuelle, ils sont, d'après notre modèle de culture, ils sont motivés par tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La mission et la philosophie, comment elle est comprise. La hiérarchie, l'organigramme, le recrutement, le fiche de poste, la communication, le leadership. Et c'est toute la compréhension que j'ai, toutes les conclusions que je tire de cette expérience de l'entreprise qui détermine mes comportements. Donc, c'est ça. Alors, ils ne changeront pas si on ne change pas quelque chose dans ce qui les détermine.